Dans cette vidéo, je vais expliquer la différence entre l'expression hypersensibilité sensorielle et hyperréactivité sensorielle. Salut, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute et j'aime ça expliquer, vulgariser des choses que je trouve intéressantes, des choses que je trouve pertinentes au développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. Dans la vie de tous les jours, quand on rencontre un enfant ou même un adulte qui n'est pas bien avec certaines sensations, par exemple le bruit fait mal, il y en a trop, les vêtements, les textures, les étiquettes, c'est super agressant, ça frotte, j'aime pas ça, ou les textures dans la nourriture, certains aliments. Alors, on va avoir tendance à utiliser les termes hypersensibilité sensorielle. Donc, dans la vie courante, c'est ce qu'on se dit, ah, cet enfant-là, il a des hypersensibilités au bruit, ou il a des hypersensibilités tactiles ou aux textures de certains aliments. Et c'est une bonne expression parce que quand on dit ça, les gens comprennent. Mais dans la réalité, lorsqu'on parle des troubles du traitement de l'information sensorielle, parce que c'est ça la cause derrière les problèmes d'hypersensibilité sensorielle ou même d'hyposensibilité sensorielle, l'enfant qui ne sent pas assez, ou d'un enfant qui semble avoir besoin de plus de sensations que les autres, en fait, il a des comportements de recherche sensorielle. Alors, dans ces situations-là, ce dont on parle, en fait, est de un des trois types de troubles du traitement de l'information sensorielle qui s'appelle le trouble de la modulation sensorielle. Et selon les cliniciens chercheurs qui ont décrit ce trouble-là en 2007, donc Miller, Anzalone et Lane, il y a trois sous-types de traitement de l'information sensorielle et les sous-types sont hyperréactivité sensorielle, hyporéactivité sensorielle et les recherches sensorielles. Mais les termes, eux, hypersensibilité et hyposensibilité, n'ont pas été utilisés dans ce modèle-là. Et je vous explique pourquoi. Alors, quand on parle de sensibilité, on parle des sens. On parle d'un système sensoriel, par exemple le système auditif ou le système visuel. On parle de sa capacité de détecter, d'enregistrer de l'information à partir des récepteurs sensoriels. Par exemple, j'ai des récepteurs sensoriels sur ma peau. Est-ce que ces récepteurs-là sont capables d'enregistrer de l'information? Peut-être que non, peut-être que oui, mais cette information-là qui est captée par mon système tactile ou toutes les informations simultanées qui sont disponibles, qui sont peut-être bien captées par mes autres récepteurs sensoriels, vont subir un processus de modulation sensorielle et parce qu'il y en a trop, il va y avoir un processus de filtration, de sélection, d'ajustement de l'intensité des stimulations en fonction de leur importance respective pour le contexte. Alors, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, il y a certainement possibilité de mesurer tous ces processus-là pour déterminer si ça se passe bien, s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, il y a certainement des façons de mesurer la qualité, l'efficacité de tous ces processus-là. Mais d'un point de vue clinique, moi, par exemple, comme ergothérapeute devant un enfant qui vit des situations où il n'est pas bien avec des stimulations, j'ai pas accès à ce type d'équipement-là, à ce type d'outils de mesure-là pour m'informer sur la qualité et l'efficacité de la sensibilité de ses sens et de son processus de modulation sensorielle. Alors, tout ce que je peux voir, moi, c'est la réponse de l'enfant, sa réaction lorsqu'il se trouve en présence de différentes stimulations sensorielles. Alors, moi, je vois l'enfant qui fait « Non, c'est trop fort ». Moi, je vois l'enfant qui fait « Non, je veux pas mettre ce chandail-là, ça fait mal ». Donc, je vois sa réaction, je vois son comportement. De là, si moi, je veux soulever l'hypothèse et décrire le fonctionnement de l'enfant en lien avec les stimulations sensorielles, je vais utiliser le terme hyperréactivité ou hyporéactivité parce que ce que je vois, c'est un enfant qui réagit trop ou un enfant qui ne réagit pas assez parce que ça, c'est de l'information que je peux constater, c'est de l'information que je peux suivre aussi au fil de l'évolution si je travaille avec cet enfant-là pour améliorer la qualité de son traitement de l'information
stimulation sensorielle. Mais c'est vrai que c'est mélangeant et c'est vrai qu'au quotidien, incluant moi, je n'utilise pas beaucoup les termes hyper-réactivité, hypo-réactivité. Dans mes comptes rendus, oui, mais au quotidien, c'est intéressant d'utiliser des termes que tout le monde comprend, que les parents de l'enfant comprennent et aussi que l'enfant comprend. Et c'est justement pour cette raison-là que mon livre sur le sujet s'est intitulé « 10 questions sur les hypersensibilités sensorielles » parce que l'objectif est que ça soit accessible et que les gens comprennent de quoi on parle si on veut pouvoir utiliser cette information-là pour accompagner un enfant en difficulté avec son traitement de l'information sensorielle. En bref, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on lit ou lorsqu'on s'exprime sur les hyper ou les hyposensibilités sensorielles, on réfère au même processus que lorsqu'on utilise les termes hyper et hyporéactivité sensorielle. Mais c'est au niveau clinique, et là je m'adresse aux cliniciens, que la distinction est importante et lorsqu'on veut soulever une hypothèse ou documenter le fonctionnement d'un enfant en lien avec son système nerveux, nous utiliserons les termes reconnus scientifiquement, donc les termes hyper et hyporéactivité sensorielle pour décrire les deux sous-types de troubles de modulation sensorielle avec aussi bien sûr les recherches sensorielles. Alors, j'espère que tu as trouvé la capsule utile. Si le sujet t'intéresse, tu as vu sur mon schéma tantôt qu'il y a aussi des troubles de la discrimination sensorielle, des troubles moteurs d'origine sensorielle. Tu as le goût d'en savoir plus, viens sur mon blog. Il y a beaucoup d'informations sur le sujet, dont une capsule qui décrit les différents types de troubles du traitement de l'information sensorielle et les impacts en contexte de l'activité d'écriture. Et si ce n'est pas déjà fait, profite-en pour t'inscrire à ma communauté. Tu vas recevoir notamment mon infolette chaque 2 semaines avec des ressources, des activités à télécharger pour les enfants, ainsi que plein d'autres choses pour t'outiller dans ton travail sur le développement et le fonctionnement des enfants de la perspective de l'ergothérapie. Je te laisse et je te dis à bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!